Voilà, peut-être un petit mot canicule, de quoi parle-t-on? Je dirais étymologiquement, la canicule, c'était chez les Romains la période qui va de fin juillet, donc vers le 21-24 jusque le 20 août, et qui correspondait au moment où l'étoile Sirius, qui était dans la constellation du Grand Chien, se trouvait en position par rapport au Soleil. Et comme cette étoile Sirius s'appelait à l'époque Canicula, c'était les jours de canicule qui correspondaient aux jours les plus chauds de l'année. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est devenu? Quelles sont les définitions en cours? Eh bien, actuellement, une vague de chaleur se définit du point de vue climatologique par 5 jours d'affilée avec des températures supérieures ou égales à 25 degrés, dont au moins 3 sont supérieures ou égales à 30 degrés. Donc ce n'est pas sûr que la période que nous vivons actuellement soit classée finalement une période de canicule. Mais on le verra à la fin, puisque les mesures évoluent et les prévisions aussi de jour en jour. Remercions d'ailleurs les organisateurs de nous avoir mis dans un atelier très pratique en nous proposant des conditions qui correspondent au sujet du jour. Alors, une journée de canicule, c'est une journée à laquelle la température maximale dépasse 30 degrés, et une journée d'été, une journée estivale, c'est supérieur ou égal à 25 degrés. Ah, pourquoi est-ce que ça n'avance plus? Ah, si, voilà. Et donc, il y a également des définitions de nuit tropicale quand la température reste supérieure à 20 degrés, et de journée torride quand ça dépasse 35 degrés, ce qui est jusqu'à présent rare en Belgique, mais ça pourrait évoluer au cours du temps. Alors, en termes d'évolution au cours du temps, vous voyez ici la fréquence des vagues de chaleur. En fait, il n'y a pas tellement d'évolution significative du nombre de vagues de chaleur jusqu'à présent, même si petit à petit on arrive à au moins une vague de chaleur par an. Alors, pour étudier les vagues de chaleur, on étudie un certain nombre de caractéristiques qui sont là. Je vais me mettre différemment pour mieux. Voilà. La date de début et de fin qui détermine la durée de. Ah, d'accord. Je vais peut-être alors essayer de rester, mais je vais voir. Non, ça devrait aller. Ça ne réagit pas toujours au moment voulu. La durée, voilà. Ah oui, ok. Et le poids, c'est-à-dire qu'en fait, le poids, c'est en fait une question de durée et de niveau de température. C'est-à-dire que on compare les températures moyennes pour chaque jour et on voit si on a très chaud. Donc ça veut dire qu'on peut avoir un poids élevé, soit avec une durée très longue, soit avec une durée courte, mais des températures élevées. Et l'intensité, c'est le poids divisé par la durée, c'est-à-dire est-ce qu'on a des journées très chaudes. Et également la température maximale. Alors voilà ici un aspect d'évolution des vagues de chaleur. Les boules en jaune représentent celles avant 88, où on considère que c'est à partir de 88 qu'on voit apparaître les effets réels du réchauffement climatique. En orange, les années après 88, et en rouge, la dernière vague de 2020. Et ce que vous voyez ici, c'est que la taille des boules est proportionnelle au poids. La durée, évidemment, est mise en ordonnée, donc plus les boules sont situées haut, plus on a des vagues de forte durée. Et en abscisse, vous avez le temps. Et donc, vous voyez qu'il y a toujours eu des vagues de chaleur, mais que celles des dernières années ont un poids plus important, donc une durée fois la température plus importante, et également des durées plus importantes, puisqu'on voit beaucoup plus de vagues de longue durée.
Auparavant, les vagues de longue durée, c'est celles de 1911, de 46 et de 76, avec un aspect trentenaire, c'est-à-dire que tous les 30 ans, pour des raisons d'activation du Soleil, on retrouvait une vague de chaleur habituellement. Donc, la question se pose, qu'est-ce qui se passera dans les années 2030, puisqu'on aura de nouveau un effet trentenaire qui s'ajoutera à l'effet du réchauffement climatique. Donc, ce n'est pas tellement la fréquence qui a bougé, mais c'est plutôt la durée et l'importance de la température. Et on voit ici que c'est la durée fois l'intensité. Et si vous regardez, les intensités de 4 ne sont atteintes que pour des périodes qui viennent après 88. Donc clairement, ce n'est pas tellement la fréquence, mais on a des vagues de chaleur de plus en plus importantes. Alors, quels sont les effets de la température sur la santé? Il y a un certain nombre d'effets directs. Disons, certains sont sont désagréables, mais pas graves. C'est le cas de la dermite de la chaleur qui donne un certain nombre de petits boutons qui vont créer des démangeaisons. C'est irritant. Bon, c'est plus marqué avec des vêtements synthétiques et surtout lorsque il fait chaud et humide, et c'est plus fréquent chez les enfants. L'œdème des extrémités, c'est les gens qui vous disent j'ai les pieds qui gonflent quand il fait chaud. C'est embêtant, mais ce n'est pas encore trop grave. Des crampes liées à la chaleur, notamment après un effort physique et qui sont liées à un manque d'hydratation et des troubles des ions. Et puis, il y a des effets directs plus embêtants comme l'insolation avec l'impact du soleil au niveau de la tête, avec des maux de tête, des somnolences et qui peut aller jusqu'aux pertes de conscience et en plus des coups de soleil. L'épuisement dû à la chaleur qui vient progressivement sur des vagues de chaleur de plus longue durée avec plusieurs journées très chaudes. Et là, c'est une déshydratation progressive avec des problèmes également au niveau des ions, avec des vertiges, évanouissements et une agitation nocturne. Dans certains cas, ça peut passer comme une infection virale et passer inaperçu, mais ça peut éventuellement évoluer vers le coup de chaleur où là, le corps n'arrive plus à contrôler sa température et ça peut aller vers un coma. Et là, on est devant une urgence médicale nécessitant une hospitalisation. Alors, il y a toute une série d'effets indirects qui sont très importants, notamment en termes de mortalité. C'est-à-dire toute une série de maladies chroniques vont être aggravées par ces vagues de chaleur. Vous les voyez s'afficher ici progressivement. Je ne vais pas en faire le détail ni la liste, mais c'est également ces éléments-là qui expliquent les augmentations de mortalité lors des vagues de chaleur. Alors, autre chose aussi, les personnes qui sont sous médication peuvent être plus sensibles aux effets de la chaleur et vous avez là quelques classes de médicaments qui sont reprises et qui sont des classes relativement fréquentes, à savoir des diurétiques, des neuroleptiques et des antihypertenseurs. Diurétiques et antihypertenseurs qui sont quand même des médicaments très fréquemment employés, notamment chez les personnes plus âgées. Alors, j'ai mis un élément ozone, ce n'est pas le sujet du jour, mais il y a assez fréquemment association de canicules et pics d'ozone, et aussi les plans en la matière combinent les deux, et les effets sur la santé se combinent. Les effets de l'ozone à court terme sont plus de type irritatif au niveau du nez, des yeux, de la gorge et des poumons, et à long terme, avec une altération de la fonction pulmonaire, mais c'est moins les aspects qui nous intéressent ici. Alors, vague de chaleur et mortalité, vous voyez ici un suivi dans 4 villes et l'intérêt, vous voyez en haut, c'est Londres et Stockholm, donc des villes d'Europe du Nord, et en bas, Rome et Madrid, des villes d'Europe du Sud. Alors, on ne va pas faire le détail, mais vous voyez que les courbes de mortalité en fonction de la température montrent, pour la partie de droite des graphes qui nous intéressent, c'est-à-dire la partie chaleur,
montrent que dans tous les cas, lorsque la chaleur augmente trop, on assiste à une montée de la mortalité et une montée qui devient extrêmement importante à partir d'un certain moment dans les pics de température. Un point intéressant, c'est de voir que dans les villes d'Europe du Nord, le point bas, la température où la mortalité est la plus basse, est un peu en dessous de 20 degrés, et puis on augmente. Du côté des villes d'Europe du Sud, Rome, Madrid, on serait plutôt avec un point bas qui est autour de 22 degrés. Alors, ce n'est pas que la physiologie des gens du Sud soit différente de la physiologie des gens du Nord, mais ce qu'il y a, c'est que forcément, les villes comme Rome et Madrid ont été construites en fonction du fait qu'on était dans un pays chaud, et Londres et Stockholm ont été construites en fonction du fait qu'on était dans un pays froid, a priori. Bon, même si les choses sont en train d'évoluer. Et donc, pardon, de ce fait, les constructions sont plus adaptées à la chaleur et donc la mortalité est plus basse au niveau à des températures plus élevées dans les pays du Sud. C'est-à-dire qu'ils ont déjà prévu évidemment le fait que le climat était plus chaud. Alors qu'en est-il en Belgique? On a eu plusieurs grosses vagues de chaleur, dont celle notamment de 2003, qui a fait pas mal de dégâts en termes de mortalité. Et on voit qu'il y a une surmortalité qui commence, grosso modo, à partir de 65 ans. En fait, en 2003, il y a eu 2 vagues. C'est pour ça que vous avez 2 barres pour chaque tranche d'âge. Et on voit que selon les caractéristiques de la vague, c'est plus ou moins certaines personnes qui sont affectées, mais c'est quand même une augmentation de mortalité en fonction de l'âge. Et donc, les personnes plus âgées sont plus vulnérables à la chaleur, d'une part parce qu'elles perçoivent moins, par exemple, les phénomènes de déshydratation ou perçoivent moins la nécessité de boire abondamment lorsqu'il fait chaud. Alors, vous voyez ici un suivi de 2003 à 2012 sur les excès de mortalité pendant les périodes d'été, c'est-à-dire de la semaine 25 à la semaine 39, et on voit qu'on assiste à ça en 2003, 2006, 2010. Je ne vais pas faire le détail des... Alors, qu'est-ce qui apparaît? Qu'il n'y a pas vraiment une relation claire entre les caractéristiques des vagues de chaleur et la mortalité. Ça dépend un petit peu comment elles ont été gérées. On a des fortes surmortalités en 2003, 2006, 2010 et 2020, 1500 à 1800 décès complémentaires, et pas de surmortalité ou presque en 2018. Pas rentrer dans les détails. Bon, 2020, évidemment, la canicule s'est ajoutée aux effets du Covid, mais était vraiment quelque chose de séparé parce qu'au moment où cette canicule apparaît, le Covid en tant que tel circule relativement peu. Alors, on a une faible surmortalité et de très haute température en 2019 avec 716 décès. Les zones urbaines sont en général plus touchées que les zones rurales. On attribue en général ça au fait qu'une population en général un peu plus âgée, la question de l'isolement social et du type de logement. Alors, il y a eu une étude flamande sur une dizaine de maisons de repos dans la région d'Anvers sur mortalité et hospitalisation entre 2013 et 2017. On a une augmentation de la mortalité avec les vagues de chaleur, mais pas d'augmentation des hospitalisations. Donc ça pose une certaine question sur la façon dont les choses se passent, qu'on n'a pas le temps d'amener les personnes à l'hôpital. Alors, les phases du plan de... Ça devrait aller, ça. La phase de vigilance, en fait, c'est tout simplement la période où il peut y avoir des vagues de chaleur qui va du 15 mai au 30 septembre. Une phase d'avertissement, il y a tout un calcul compliqué, c'est-à-dire qu'on prend la température maximale, on retire qui est prévue, et on retire 25 degrés, on additionne sur 5 jours, et ça doit
dépasser ou atteindre 17 degrés. Donc ça veut dire qu'en moyenne, la température maximale prévue dépasse 28,4 degrés centigrades. À ce moment-là, on passe en phase d'avertissement. Les phases d'alerte, je ne vais pas détailler les critères, ils sont repris là, mais c'est la phase d'avertissement plus un certain nombre de caractéristiques de température, en plus des notions en termes d'ozone qui dépassent la norme de 180 microns et donc, dans ce cas-là, la question des mesures sont davantage reprises dans la phase d'alerte. Alors, il y a tout un système de suivi, je ne vais peut-être pas le détailler ici, qui permet de la mise en place des plans. Et dans la phase d'alerte, on est plus sur de la communication vers la population, dans la phase d'avertissement, pardon, vers la communication. Et dans la phase d'alerte, là, c'est plus des décisions au cas par cas sur les risques et sur les mesures complémentaires à effectuer. Alors, les recommandations en termes de situation en vague de chaleur, il y a évidemment de boire plus que de coutume. Et la grosse difficulté, c'est qu'on est habitué à un certain volume hydrique, quelle que soit la température. Et comme les choses évoluent rapidement, on n'adapte pas nécessairement suffisamment vite. Et lorsqu'on dit boire, c'est boire de l'alcool, éviter des boissons qui déshydratent comme l'alcool ou le café. Et quand je dis l'alcool, c'est évidemment toutes les boissons alcoolisées, bière, vin, etc. Rester le plus possible à l'intérieur au moment plus chaud de la journée, c'est-à-dire d'éviter les zones chaudes. Dans les maisons, c'est fermer les fenêtres et rideaux et façades exposées au soleil pendant la période chaude et n'aérer que quand la température extérieure est inférieure à la température intérieure. Évidemment, essayer de se déplacer dehors le moins possible aux périodes autour de midi à 14h, 15h. Début d'après-midi est aussi en général aussi chaud, voire plus chaud que l'heure de midi. Limiter les efforts physiques, surtout aux périodes les plus chaudes de la journée. Et si ce n'est pas possible, parce que il y a des choses nécessairement à faire, c'est d'avoir des pauses et évidemment une hydratation suffisante. Évidemment, protéger la peau, soit en ayant des vêtements qui recouvrent la peau, soit en utilisant des protections solaires. Et s'il y a un traitement médicamenteux en cours, c'est éventuellement de discuter avec le médecin de l'adaptation de ce traitement à la situation en termes de vagues de chaleur. Alors, il y a un certain nombre de personnes plus à risque qui sont les jeunes enfants qui ne vont pas nécessairement pouvoir gérer eux-mêmes leurs apports hydriques ou se rendre compte des choses, les personnes âgées, un peu pour les mêmes raisons, mais dans une situation différente, les malades chroniques, les personnes isolées, évidemment, puisqu'il n'y a personne qui peut s'apercevoir qu'elles ont un problème de santé, et évidemment les personnes qui sont amenées à avoir des efforts intenses sous le soleil. Voilà, j'espère avoir respecté les 5 minutes.